La masseuse a été accusée d'avoir volé une montre et le millionnaire a vu son porte-clés. C'était le même qu'il avait accroché au sac à dos de sa fille le jour où elle a été enlevée il y a 20 ans. Le réveil sonna à 6 heures précises. Comme tous les matins depuis 3 ans, Clémence éteignit l'alarme d'un geste las et resta quelques instants allongée dans son petit lit, fixant le plafond de sa chambre de bonne sous les toits de Lyon. Par la lucarne, elle apercevait déjà les premières lueurs de l'aube qui caressaient les tuiles rouges du quartier de la Croix-Rousse. « Allez, ma belle, debout !» murmura-t-elle pour elle-même, reprenant sans s'en rendre compte l'expression qu'Odette utilisait autrefois pour la réveiller, à 25 ans, Clémence Delorme. Ce nom qu'elle portait sans vraiment savoir pourquoi, avait cette beauté simple et naturelle, qui ne demandait ni phare ni artifice. Ses cheveux châtains tombaient en boucles souples sur ses épaules, encadrant un visage aux traits fins où brillaient des yeux verts d'une douceur troublante. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était cette dignité naturelle qui émanait de chacun de ses gestes, cette façon qu'elle avait de porter la tête haute malgré sa condition modeste. Elle enfila sa robe de chambre élimée et se dirigea vers la kitchenette minuscule. Café noir, tartines beurrées, un peu de confiture d'abricot. Le même rituel depuis des années, sur le rebord de la fenêtre, à côté du pot de basilic qu'elle arrivait miraculeusement à faire pousser malgré le manque de lumière, trônait la photo d'Odette, cette femme aux cheveux blancs et au sourire bienveillant qui avait été bien plus qu'une mère pour elle. « Bonjour, maman », chuchota Clémence, en effleurant du doigt le cadre argenté. Odette Moreau était morte 6 mois plus tôt, emportée par un cancer foudroyant qui ne lui avait laissé que quelques semaines pour dire adieu. Infirmière à la retraite, elle avait consacré sa vie à soigner les autres et surtout à élever cette petite fille qu'elle avait recueillie dans des circonstances que Clémence n'avait jamais vraiment comprises. « Tu es arrivée dans ma vie comme un cadeau du ciel », lui répétait souvent Odette. Une petite chose fragile qui avait besoin d'amour. Et moi, j'en avais tellement à donner. Mais chaque fois que Clémence posait des questions sur ses origines, le regard d'Odette se voilait légèrement. « Tu étais si petite, ma chérie. Tu ne te souvenais de rien. Parfois, c'est mieux ainsi. L'important, c'est que tu sois là, avec moi. » Clémence attrapa son sac de travail, un fourre-tout en cuir synthétique qui avait connu des jours meilleurs, et vérifia machinalement que tout y était. Ses huiles essentielles, ses serviettes propres, son matériel de massage. Et puis, au fond, ce petit objet qu'elle ne quittait jamais. Un porte-clés en forme de lapin rose, délavé par les années, avec une inscription presque effacée où l'on pouvait encore deviner les lettres ISA. Elle ne savait pas pourquoi elle s'accrochait à ce bout de plastique usé. Odette lui avait expliqué qu'il était dans ses affaires quand elle était arrivée chez elle, à l'âge de 5 ans. « C'était ton seul souvenir d'avant », avait-elle dit. « Je me suis dit que tu aimerais le garder. » Le trajet jusqu'au spa Zen Attitude ne prenait qu'une 20aine de minutes en tramway. Clémence s'installa près de la fenêtre et regarda défiler les rues de Lyon qui s'éveillaient lentement. Les cafés levaient leurs rideaux de fer, les boulangeries embaumaient déjà le pain frais, et les premiers travailleurs pressés se dirigeaient vers les arrêts de transport. Elle aimait cette ville. Ses traboules mystérieuses, ces collines qui dominaient la Saône et le Rhône, cette atmosphère à la fois bourgeoise et populaire qui cohabitait dans les différents quartiers, mais parfois, en regardant passer les gens, elle se demandait si quelque part dans cette foule, elle ne croiserait pas un visage familier, une silhouette qui réveillerait en elle des souvenirs enfouis. Le spa se trouvait dans une rue piétonne du 2e arrondissement, coincé entre une librairie d'occasion et un salon de thé bio. Zen Attitude n'avait rien de luxueux. Quelques cabines de massage, un petit sauna, une décoration minimaliste dans les tons beiges et verts, mais l'endroit était propre, accueillant, et la clientèle était fidèle. « Salut, ma belle », lança Sylvie, la patronne, une femme dans la cinquantaine aux cheveux teints en rouge flamboyant et au cœur sur la main. « Tu as une journée chargée aujourd'hui. 4 massages, plus peut-être un 5e en fin d'après-midi. »« Parfait », répondit Clémence en enfilant sa blouse blanche. « J'ai besoin de m'occuper l'esprit. » Sylvie la regardait avec cette tendresse, un peu inquiète qu'elle avait développée depuis la mort d'Odette. Elle savait que la jeune femme avait du mal à faire le deuil, qu'elle se sentait plus seule que jamais dans cette ville, où elle n'avait finalement que peu d'attaches. « Tu sais, ma puce, si tu as besoin de parler... »« Merci, Sylvie, vraiment, mais ça va aller. » Clémence avait toujours eu cette pudeur, cette façon de garder ses émotions pour elle. Même enfant, selon Odette,
Elle était déjà comme ça, forte, courageuse, mais secrète, comme si elle portait en elle des blessures qu'elle n'arrivait pas à nommer. La matinée passa rapidement. Madame Giraud et ses problèmes de cervicale, Monsieur Lemoine qui se plaignait de son dos depuis qu'il avait pris sa retraite, puis Sandra, cette jeune maman épuisée qui venait une fois par mois s'offrir une heure de détente. Clémence avait des mains magiques, disaient tous ses clients. Elle savait d'instinct où étaient les tensions, comment délier les nœuds musculaires, comment créer cette bulle de sérénité dont tout le monde avait besoin. C'est un don, lui avait dit Odette. Tu as toujours eu ça en toi, cette capacité à apaiser les autres. Même toute petite, tu posais tes mains sur mon front quand j'avais mal à la tête. Et la douleur s'en allait, vers 14 heures, alors qu'elle prenait une pause déjeuner tardive dans l'arrière-boutique, un sandwich jambon-beurre et une pomme, son téléphone portable sonna, numéro inconnu. « Allô, Mademoiselle Delorme, ici Victor Rousseau, assistant personnel de Monsieur Thierry Delorme. Nous aurions besoin de vos services pour une séance de massage à domicile, cet après-midi si possible. » Clémence fronça les sourcils. Les massages à domicile n'étaient moi pas son fort, et elle préférait la tranquillité de son spa. Mais les temps étaient durs, et elle ne pouvait pas se permettre de refuser du travail. Quel genre de massage, et où exactement? Massage relaxant, pour Monsieur Delorme. Il souffre de tensions chroniques liées au stress professionnel. L'adresse est dans le 6e arrondissement, quartier des Brotteaux. Je peux envoyer une voiture vous chercher. Une voiture. Clémence n'était pas habituée à tant d'égards. Généralement, quand elle se déplaçait, c'était avec son matériel dans les transports en commun. Écoutez, je dois vérifier avec ma patronne, mais nous rémunérons très bien ce genre de prestations, coupa poliment Victor. Disons, 3 fois le tarif habituel, 3 fois le tarif. Clémence sentit son cœur s'accélérer. Avec une telle somme, elle pourrait enfin réparer le chauffe-eau de sa chambre de bonne et peut-être même s'offrir quelques fleurs fraîches pour la tombe d'Odette. D'accord, j'accepte. À quelle heure? 16h30. Si cela vous convient, la voiture sera devant votre établissement à 16h15, après avoir raccroché. Clémence resta songeuse quelques instants. Ce nom, Delorme, lui disait vaguement quelque chose, mais elle n'arrivait pas à replacer où elle l'avait entendu. Sylvie, qui avait écouté la conversation, haussa les épaules. Delorme, comme l'industriel. Tu sais, celui qui a fait fortune dans l'agroalimentaire. Il paraît qu'il habite une de ces baraques de dingue dans les beaux quartiers. Tu le connais? Que dalle. Mais j'ai vu sa photo dans Le Progrès il y a quelques mois. Un type pas commode, d'après ce qu'on dit. Sa femme est morte il y a longtemps. Et depuis, il vit en ermite avec sa nouvelle compagne. Une jeunette qui pourrait être sa fille. Clémence hocha la tête distraitement. Riche ou pas, client était client, et elle avait appris avec Odette qu'il ne fallait jamais juger les gens sur les apparences. Bon, je ferais mieux de me préparer, dit-elle en rangeant soigneusement ses affaires, sans savoir pourquoi. Elle vérifia une fois de plus que son porte-clés au lapin rose était bien au fond de son sac. Cette habitude qu'elle avait de le toucher quand elle était nerveuse ou inquiète, comme un talisman qui la reliait à un passé qu'elle ne connaissait pas, à 16h15 précise, une berline noire aux vitres teintées se gara devant le spa. Clémence monta à l'arrière, impressionnée malgré elle par le luxe de l'habitacle. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage fermé, la salua poliment avant de démarrer en direction du 6e arrondissement. Pendant le trajet, elle regardait défiler les rues de plus en plus cossues, les immeubles haussmanniens impeccablement entretenus, les boutiques de luxe. Elle serrait inconsciemment son sac contre elle, soudain consciente de sa tenue simple. Jean propre, pull en laine et ballerines usées. La voiture s'arrêta finalement devant une grille imposante qui s'ouvrit automatiquement, révélant une allée bordée d'arbres centenaires, menant à une demeure qui tenait plus du petit château que de la maison bourgeoise. Clémence sentit sa gorge se serrer légèrement. « Nous voilà arrivés, mademoiselle », annonça le chauffeur en descendant pour lui ouvrir la portière. Elle descendit lentement, intimidée par la magnificence des lieux. Dans quelques minutes, elle allait rencontrer cet homme mystérieux qui l'avait fait venir dans son palace. Sans savoir que ce rendez-vous allait changer sa vie à jamais, la grille se referma derrière Clémence, avec un claquement métallique qui résonna dans l'air froid de cette fin d'après-midi lyonnaise. Elle remonta l'allée de gravier, ses pas crissant légèrement sur les petites pierres blanches parfaitement entretenues. De chaque côté, des massifs de buis taillés au cordeau encadraient des rosiers.
qui, malgré la saison, conservait encore quelques fleurs tardives, un homme en costume sombre l'attendait devant l'imposante porte d'entrée en chêne massif, la cinquantaine élégante, les cheveux grisonnants impeccablement coiffés. Il avait ce port aristocratique que donnent des années passées dans les hautes sphères. « Mademoiselle Delorme, Victor Rousseau », se présenta-t-il en s'inclinant légèrement. « Merci d'avoir accepté de vous déplacer. Monsieur Delorme vous attend. » Sa voix était grave, posée, avec cette politesse un peu distante des gens habitués à côtoyer la richesse. Clémence le suivit dans un hall d'entrée à couper le souffle, sol en marbre veiné, escalier aux rampes sculptées, lustres en cristal qui diffusaient une lumière dorée sur les murs ornés de tableaux de maîtres. « Monsieur traverse une période difficile », expliquait Victor tout en la guidant à travers un couloir aux boiseries d'époque. « Il souffre de tension chronique depuis longtemps. Les médecins lui ont conseillé les massages thérapeutiques. » Clémence acquiesça, habituée à ce genre de confidence. Dans son métier, elle avait appris que derrière chaque demande se cachait souvent une souffrance plus profonde que les simples contractures musculaires. Ils traversèrent un salon aux proportions majestueuses, canapé en cuir fauve, cheminée monumentale, bibliothèque murale qui montait jusqu'au plafond, puis Victor s'arrêta devant une porte capitonnée. « Il vous attend dans son bureau », annonça-t-il, avant de frapper discrètement. « Entrez !» répondit une voix masculine. Grave et fatiguée, la pièce était plongée dans la pénombre. Seule une lampe de bureau diffusait un cercle de lumière sur un océan d'acajou où s'empilaient des dossiers et des contrats. Face à la fenêtre qui donnait sur le parc, un homme se tenait debout, immobile, contemplant les arbres dénudés par l'automne. Thierry Delorme avait 53 ans, mais en paraissait 10 de plus. Grand, les épaules encore larges malgré le poids des années, il portait sa douleur comme d'autres portent une armure. Ses cheveux bruns, striés de gris, étaient négligemment ébouriffés, et quand il se retourna enfin vers Clémence, elle fut frappée par l'intensité de son regard sombre. « Mademoiselle » commença-t-il. Puis, il s'interrompit, fixant le visage de la jeune femme avec une attention qui la mit mal à l'aise. « Delorme » compléta-t-elle. « Clémence Delorme » Quelque chose passa dans les yeux de Thierry, une lueur fugace qu'elle ne sut interpréter. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme pour chasser un vertige soudain. « Delorme » répéta-t-il lentement. « Quel curieux hasard !» Victor s'avança légèrement, inquiet de voir son patron si troublé. « Monsieur, voulez-vous que nous remettions la séance à plus tard ?»« Non, non » se ressaisit Thierry en passant une main dans ses cheveux. « Pardonnez-moi, j'ai eu un moment d'absence. Le travail, la fatigue. » Il désigna un canapé en cuir, installé près de la cheminée éteinte. « J'ai fait préparer un espace là-bas. Victor va vous montrer où vous pouvez vous installer. » Pendant que Clémence sortait ses huiles et préparait ses serviettes, elle sentait le regard de Thierry peser sur elle. Cet homme l'intriguait. Derrière sa façade d'homme d'affaires endurci, elle percevait une mélancolie profonde, une blessure ancienne qui ne s'était jamais refermée. « Vous pouvez vous allonger », dit-elle doucement lorsque tout fut prêt. « De quoi souffrez-vous exactement ?» Thierry s'installa sur le canapé, fermant les yeux comme pour mieux contenir une émotion qui menaçait de déborder. Du dos principalement, les épaules aussi, et puis... Il marqua une pause. « J'ai du mal à dormir, depuis très longtemps. » Clémence commença son travail, ses mains expertes localisant immédiatement les zones de tension. Thierry était noué de partout, nuque, trapèze, lombe, comme si son corps tout entier portait le poids d'un chagrin insurmontable. « Détendez-vous » murmura-t-elle en appliquant une huile relaxante à la lavande. « Laissez-vous aller. » Ses gestes étaient sûrs, apaisants. Elle avait ce don particulier de créer autour d'elle une bulle de sérénité qui permettait à ses patients de lâcher prise. Peu à peu, elle sentit les muscles de Thierry se relâcher sous ses doigts. « Vous avez des mains magiques », dit-il au bout d'un moment, la voix un peu voilée. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti une telle paix. Le silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne et le bruissement des feuilles mortes contre les vitres. Clémence travaillait avec application, mais ne pouvait s'empêcher de jeter de temps en temps un coup d'œil vers les photos disposées sur le bureau de Thierry. Sur l'une d'elles, elle reconnut son patient, 20 ans plus jeune, souriant à côté d'une femme brune très élégante, mais c'était l'autre cliché qui attirait son attention. Une petite fille aux boucles blondes,
peut-être 4 ou 5 ans, qui riait aux éclats en montrant ses quenottes. « Ma fille » dit soudain Thierry, qui avait suivi son regard. « Isabella, elle avait 5 ans sur cette photo. » Sa voix se brisa légèrement sur le prénom. « Elle est très mignonne », répondit Clémence, ne sachant quoi dire d'autre. « Elle a disparu », lâcha Thierry dans un souffle. Il y a 20 ans, le 15 octobre 2005, un dimanche, nous étions au parc zoologique de la Tête d'Or. Clémence interrompit son massage, saisie par la douleur brute qui émanait de ses mots. « Je suis désolée. Je ne savais pas. »« Comment auriez-vous pu savoir ?» continua Thierry, les yeux toujours fermés. « J'avais tourné le dos 1 minute, peut-être 2, le temps de regarder les otaries avec ma femme. Quand nous nous sommes retournés, Isabella n'était plus là. Plus jamais. » Il se redressa légèrement, et Clémence put voir les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. « Nous avons tout essayé. Police, détective privé, médium, voyant, tout. Ma femme, Catherine, n'a pas supporté. Elle est morte 3 ans plus tard. Cancer foudroyant. Le chagrin l'avait dévorée de l'intérieur. Monsieur, tenta Clémence, bouleversée, savez-vous ce que c'est que de perdre un enfant, mademoiselle Delorme ? C'est comme si on vous arrachait une partie de vous-même, comme si le monde perdait ses couleurs, ses saveurs, son sens. 20 ans que je me réveille chaque matin en espérant que ce jour sera celui où elle reviendra. » Thierry se rassit complètement. Rajustant sa chemise, la séance était terminée, mais ni l'un ni l'autre ne semblait pressé de mettre fin à cet étrange moment de confidence. Elle portait ce jour-là, un petit sac à dos rouge avec un porte-clés que je lui avais offert pour ses 5 ans, un lapin rose avec son prénom gravé dessus. Isa, elle ne s'en séparait jamais. Le sang de Clémence se glaça dans ses veines. Machinalement, sa main se dirigea vers son sac posé sur la table basse. Le porte-clés, son porte-clés, un lapin rose, répéta-t-elle d'une voix blanche. Oui, un petit truc en plastique, rien d'extraordinaire. Mais pour elle, c'était un trésor. Elle disait qu'il la protégeait des monstres la nuit. Thierry se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour cacher son émotion. « Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. Vous devez me prendre pour un vieux fou. »« Non » murmura Clémence, la gorge serrée. « Non, pas du tout. » Elle rangea mécaniquement ses affaires, l'esprit en ébullition. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence, une horrible, troublante coïncidence. Des milliers de petites filles avaient dû posséder des porte-clés similaires. « Victor va vous reconduire », dit Thierry en se retournant. « Et merci, vraiment, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi apaisé. » Il s'approcha pour lui serrer la main, et à ce contact, Clémence eut l'impression étrange qu'un courant électrique passait entre eux. Thierry dut le ressentir aussi car il retira brusquement sa main, le regard troublé. « Au revoir, mademoiselle Delorme », dit-il doucement. « Au revoir, monsieur ». Dans la voiture qui la ramenait vers son quartier, Clémence ne cessait de repenser aux paroles de Thierry, cette petite fille disparue, ce porte-clés au lapin rose, et ce nom, Delorme, qu'elle portait sans en connaître l'origine. « Ridicule !» se dit-elle à voix haute, faisant sursauter le chauffeur qui la regardait dans le rétroviseur. Mais au fond de son sac, le petit lapin rose semblait peser plus lourd que d'habitude, comme chargé soudain d'un mystère qu'elle n'osait pas encore envisager, quand la voiture la déposa devant le spa. La nuit était déjà tombée, Sylvie était partie, et Clémence récupéra ses affaires dans un silence troublant. Dehors, Lyon s'illuminait de ses 1000 feux, mais elle avait l'impression de voir la ville d'un œil nouveau, comme si les confidences de Thierry Delorme avaient soulevé un voile sur des questions qu'elle s'était toujours refusé à poser. En rentrant chez elle, elle s'arrêta devant la photo d'Odette et murmura « Maman, qui suis-je vraiment ?» Mais seul le silence lui répondit, pesant et lourd de secrets. Clémence n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son petit lit, elle avait tourné et retourné dans sa tête les paroles de Thierry Delorme. Cette histoire de petite fille disparue, ce porte-clés au lapin rose, coïncidence ou pas, quelque chose la troublait profondément. À plusieurs reprises, elle avait sorti son propre porte-clés de son sac pour l'examiner à la lumière de sa lampe de chevet. Les lettres ISA étaient encore visibles. Gravées dans le plastique délavé, Isabella, Isa, et si, non, c'est impossible, se répétait-elle en secouant la tête. Des millions d'enfants ont eu des porte-clés comme ça.
Mais au fond d'elle-même, une petite voix insistante murmurait que rien n'était jamais vraiment dû au hasard. Le lendemain matin, elle était en retard. Pour la première fois en 3 ans, elle avait éteint son réveil sans même s'en rendre compte et s'était réveillée à 8 heures passées. Sylvie l'accueillit avec un sourire moqueur. « Alors, ma belle, cette visite chez les riches t'a retourné la tête ?»« Pas du tout, » protesta Clémence en enfilant précipitamment sa blouse. « J'ai juste mal dormi. Raconte pas d'histoire, tu as une tête à faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» Clémence hésita. Comment expliquer à Sylvie ce sentiment étrange qui l'habitait depuis sa rencontre avec Thierry, cette impression troublante d'avoir effleuré quelque chose d'important sans arriver à le saisir? Rien de spécial, un client comme les autres, enfin, presque. Il m'a raconté son histoire, sa fille qui a disparu il y a 20 ans, c'était bouleversant. Sylvie fronça les sourcils. Elle connaissait suffisamment Clémence pour savoir que la jeune femme ne se laissait pas facilement émouvoir par les confidences de ses clients. Et alors, qu'est-ce que ça a de si particulier? Clémence était sur le point de lui parler du porte-clés quand son téléphone sonna, numéro inconnu. Encore. Allô? Mademoiselle Delorme, Victor Rousseau à l'appareil. Monsieur Delorme souhaiterait vous revoir cet après-midi, si vous êtes disponible. Le cœur de Clémence fit un bond dans sa poitrine. Aujourd'hui, mais je pensais que hier, monsieur a été très satisfait de votre prestation. Il aimerait que vous reveniez régulièrement, disons, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Clémence calcula rapidement, avec les tarifs pratiqués par la famille Delorme. Cela représentait un complément de revenu non négligeable. « D'accord, » finit-elle par répondre. « À quelle heure ? 15 heures, si cela vous convient. Même organisation qu'hier. » Après avoir raccroché, Clémence resta songeuse. Pourquoi Thierry tenait-il tant à la revoir? Était-ce vraiment pour ses talents de masseuse? Ou y avait-il autre chose? « Tu vois, tu lui as tapé dans l'œil, » plaisanta Sylvie. « Attention quand même, ma puce. Les hommes riches et puissants, c'est pas toujours net niveau intention. Sylvie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Si tu le dis, mais fais gaffe quand même. Un veuf milliardaire qui se met soudain à vouloir des massages réguliers avec une jolie fille de 25 ans. » Clémence balaya l'objection d'un geste agacé. Sylvie voyait du romantisme partout, même là où il n'y en avait pas. L'après-midi, la même berline noire vint la chercher. Cette fois, elle se sentait moins intimidée par le luxe de la demeure Delorme. Victor l'accueillit avec le même sourire courtois. Mais elle remarqua qu'il l'observait avec une attention particulière. « Monsieur vous attend dans le salon rouge », annonça-t-il. « Sa fiancée sera également présente. Sa fiancée, mademoiselle Sandrine Langlois. Ils doivent se marier au printemps prochain. » Clémence acquiesça, surprise. Thierry ne lui avait pas paru être un homme sur le point de convoler en justes noces. Mais après tout, que savait-elle vraiment de sa vie privée? Le salon rouge portait bien son nom. Tenture cramoisie, fauteuil en velours bordeaux, tapis persan au ton chaud. Thierry l'attendait, debout près de la cheminée où crépitait un feu de bois. Il avait meilleure mine que la veille, mais son regard gardait cette mélancolie profonde qui l'avait frappé dès leur première rencontre. « Mademoiselle Delorme, » dit-il en s'avançant vers elle, « merci d'être revenue. » À cet instant, une jeune femme entra dans la pièce, et Clémence retint son souffle. Sandrine Langlois était d'une beauté glaciale et parfaite. Grande, blonde, le port altier, vêtue d'une robe de créateur qui moulait sa silhouette élancée, tout en elle respirait l'élégance et le raffinement, de ses escarpins loup-boutin à son sac Hermès en passant par les diamants qui brillaient à ses oreilles. « Chérie, » dit-elle d'une voix claire en s'approchant de Thierry pour l'embrasser sur la joue, « tu ne me présentes pas. » Il y avait dans sa façon de marquer son territoire quelque chose qui mit immédiatement Clémence mal à l'aise. « Sandrine, voici Clémence Delorme, la masseuse dont je t'ai parlé, mademoiselle Delorme, ma fiancée, Sandrine. Enchantée, » dit Sandrine en tendant une main parfaitement manucurée. Sa poignée de main était ferme, presque froide, et Clémence eut l'impression désagréable d'être jaugée de la tête aux pieds. « Delorme » répéta Sandrine en penchant légèrement la tête. « Quel drôle de hasard, n'est-ce pas, chérie? Un même nom de famille. »« Une coïncidence » répondit Thierry un peu trop rapidement. Rien de plus. Mais Clémence remarqua la façon dont Sandrine continuait de la fixer, comme si elle cherchait à percer un mystère. « Bon, » dit Thierry en frappant dans ses mains. « Nous pouvons commencer. J'ai une réunion importante dans 1 heure. »
pendant que Clémence installait son matériel. Elle sentait le regard de Sandrine peser sur elle. La jeune femme s'était assise dans un fauteuil à quelques mètres et feuilletait un magazine de mode, mais Clémence était certaine qu'elle l'observait du coin de l'œil. « Sandrine, » dit Thierry en s'allongeant sur le canapé, « tu n'es pas obligée de rester. »« Oh, mais cela m'intéresse, » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'aimerais voir ce qui te fait tant de bien. » Le massage se déroula dans une atmosphère tendue. Thierry avait du mal à se détendre, sans doute gêné par la présence de sa fiancée, et Clémence se sentait épiée. À plusieurs reprises, elle surprit Sandrine en train de scruter ses gestes, son visage, comme si elle cherchait quelque chose. « Vous faites ce métier depuis longtemps ?» demanda soudain Sandrine. « 3 ans, » répondit Clémence sans lever les yeux de son travail. « Et avant, j'ai fait une formation, j'ai aussi travaillé comme aide-soignante. Avec qui avez-vous vécu, vos parents ?» Thierry ouvrit soudain les yeux, manifestement agacé par cet interrogatoire. « Sandrine, laisse donc mademoiselle Delorme travailler en paix. Je suis juste curieuse, » répondit-elle avec une moue innocente. « C'est si rare de rencontrer quelqu'un qui porte le même nom que toi. »« J'ai été élevée par ma mère adoptive, » dit Clémence. Espérant clore le sujet, elle était infirmière. « Ah, et vos vrais parents ? Je ne les ai pas connus. » Cette fois, Sandrine se pencha légèrement en avant, les yeux brillants d'un intérêt soudain. « Comme c'est intéressant, vous ne savez rien de vos origines, Sandrine, » intervint Thierry d'un ton sec. « Ça suffit. » Un silence pesant s'installa. Clémence terminait son massage, pressée maintenant d'en finir et de quitter cette maison où elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose dans l'attitude de Sandrine la mettait profondément mal à l'aise. « Voilà, » dit-elle enfin en s'essuyant les mains. « C'est terminé. Merci, » dit Thierry en se redressant. C'était parfait, comme toujours. Pendant que Clémence rangeait ses affaires, Sandrine s'approcha de la table basse où était posé son sac. « Oh, quel joli sac !» dit-elle en effleurant le cuir synthétique et ses fermetures, très originales, soudain. Elle poussa une exclamation. « Mon Dieu, Thierry, mon bracelet, il a disparu !» Thierry se figea. « Ton bracelet, celui avec les diamants ?»« Oui, je l'avais posé là, sur la table, avant qu'elle arrive. » Le regard de Sandrine se posa sur Clémence avec une expression accusatrice qui glaça le sang de la jeune femme. « Je suis sûre de l'avoir laissé là, » insista Sandrine, « juste à côté de son sac. »« Attendez, » dit Clémence, le cœur battant. « Vous n'insinuez tout de même pas que... »« Je n'insinue rien du tout, » répondit Sandrine d'un ton faussement désolé. « Mais le bracelet était là il y a 1 heure, et maintenant il n'y est plus. » Thierry regardait alternativement sa fiancée et Clémence. Visiblement partagé entre l'incrédulité et l'embarras, « Il doit y avoir une explication, » dit-il finalement. « Bien sûr qu'il y en a une, » explosa Clémence révoltée. « Votre bracelet est quelque part dans cette pièce, mais certainement pas dans mes affaires. Dans ce cas, » dit Sandrine avec un sourire froid. « Cela ne vous dérangera pas que nous vérifions. » Clémence sentit ses joues s'enflammer de colère et d'humiliation. « Vous voulez fouiller mon sac. C'est la seule façon de régler cette affaire, » dit Sandrine, « à moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. » Thierry semblait déchiré. Clémence voyait bien qu'il ne croyait pas à cette accusation. Mais la pression de sa fiancée était manifeste. « D'accord, » dit finalement Clémence en attrapant son sac. « Mais sachez que je ne laisserai pas passer cette humiliation. » Elle ouvrit son sac d'un geste brusque et commença à en sortir le contenu. Portefeuille, téléphone, clé, trousse de maquillage. Et puis, en voulant sortir son étui à lunettes, quelque chose tomba sur le sol avec un petit bruit sec, le porte-clés au lapin rose. Thierry devint livide. Ses yeux se fixèrent sur le petit objet comme s'il venait de voir un fantôme. Lentement, très lentement, il se pencha pour le ramasser. Ses mains tremblaient. « Isa », murmura-t-il en lisant l'inscription presque effacée. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Sandrine elle-même avait perdu son sourire triomphant, regardant alternativement le porte-clés et le visage décomposé de son fiancé. « Thierry », dit-elle d'une voix blanche, « qu'est-ce qu'il y a ?» Mais Thierry ne l'entendait plus. Il fixait Clémence avec une intensité terrifiante, serrant le petit lapin rose dans son poing fermé. « Où avez-vous eu ça ?» articula-t-il péniblement. Le silence qui suivit la question de Thierry était assourdissant. Clémence sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Les yeux de Thierry, rivés sur elle, étaient emplis d'une émotion si pure, si brute,
qu'elle eut l'impression de se noyer dedans. Je l'ai toujours eu, balbutia-t-elle. Depuis que je suis petite, ma mère adoptive m'a dit que c'était dans mes affaires quand... Elle s'interrompit, soudain consciente de l'énormité de ce qui était en train de se passer. Quand quoi? Pressa Thierry, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Quand elle m'a recueillie, j'avais 5 ans. Thierry chancela légèrement et dut s'appuyer contre le dossier du canapé. Sandrine, qui avait assisté à l'échange sans comprendre, commençait visiblement à réaliser l'ampleur de la situation. « Thierry, dit-elle d'une voix tendue, qu'est-ce qui se passe? Que représente ce porte-clés » Mais Thierry ne lui prêtait aucune attention. Il s'approcha lentement de Clémence, tenant toujours le petit lapin rose dans sa main tremblante. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il. « 25 ans. Et vous ne vous souvenez de rien? De rien d'avant vos 5 ans » Clémence secoua la tête, troublée par l'intensité de son regard. « Non, rien. Enfin, parfois, j'ai des flashs, des images floues. Un homme qui me pousse sur une balançoire, une femme qui chante une berceuse. Mais c'est si vague que je ne sais pas si ce sont de vrais souvenirs ou des rêves. » Thierry ferma les yeux, et 2 larmes roulèrent lentement sur ses joues. « La berceuse, » murmura-t-il. « C'était quoi? Pourquoi me demandez-vous ça? S'il vous plaît, c'est important, plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Clémence hésita, puis se mit à fredonner timidement une mélodie qui lui venait parfois en tête les soirs de cafard. « Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. » Thierry poussa un gémissement déchirant et s'effondra dans le fauteuil le plus proche, le visage dans les mains. « Mon Dieu !» sanglota-t-il. « Mon Dieu, c'est elle, c'est ma petite Isabella. » Sandrine devint livide. « Thierry, tu délires. Cette fille ne peut pas être ta fille. C'est impossible. »« Le porte-clés, » dit Thierry sans lever la tête. « Je le lui avais offert pour ses 5 ans. Il y avait son diminutif gravé dessus, Isa, et cette berceuse, Catherine la lui chantait tous les soirs. » Il releva enfin la tête vers Clémence. Et elle fut bouleversée par la souffrance et l'espoir mêlés qu'elle lut dans ses yeux. « Vous avez une cicatrice, » dit-il soudain, sur le poignet droit, une petite cicatrice en forme de croissant. Machinalement, Clémence regarda son poignet. Effectivement, une fine cicatrice blanchâtre marquait sa peau, juste sous le pouls. « Comment le savez-vous? » « Parce que je vous ai emmené aux urgences quand vous aviez 4 ans. Vous étiez tombé de votre vélo et vous vous étiez coupé sur un tesson de bouteille. Vous pleuriez si fort. Vous réclamiez votre maman. Et moi, je vous serrais contre moi en vous promettant que tout irait bien. » Clémence sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra dans le canapé, sous le choc. « Non, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. Vous vous trompez. Je ne suis pas... Vous avez aussi une petite tache de naissance, » continua Thierry d'une voix brisée, « en forme d'étoile, dans le cou, cachée par vos cheveux. » Instinctivement, la main de Clémence remonta vers sa nuque. Cette tache, elle l'avait toujours eue, et Odette lui disait en plaisantant que c'était sa marque d'ange gardien. « Montrez-moi, » supplia Thierry, d'un geste tremblant. Clémence écarta ses cheveux, révélant effectivement une petite tache brunâtre en forme d'étoile à la base de son cou. Thierry se leva d'un bond et vint s'agenouiller devant elle. Les yeux emplis de larmes. « Isabella, » murmura-t-il. « Ma petite Isabella, tu es revenue. »« Non !» explosa soudain Sandrine. « C'est impossible. Cette histoire est grotesque. Thierry, ressaisis-toi. Cette fille essaie de te manipuler. Elle a dû se renseigner sur ta fille, sur sa disparition. » Thierry se retourna vers sa fiancée, le regard dur. Comment aurait-elle pu savoir pour la cicatrice, pour la tache de naissance, pour la berceuse? Je ne sais pas. Mais il doit y avoir une explication. Les gens sont capables de tout pour de l'argent. Arrêtez, dit faiblement Clémence. Arrêtez, s'il vous plaît. Elle se sentait au bord de l'évanouissement. Trop d'émotions, trop de révélations. Toute sa vie basculait en l'espace de quelques minutes. J'ai besoin de preuves, dit-elle en se levant péniblement. Un test ADN, quelque chose de concret. Bien sûr, s'empressa de dire Thierry. Nous ferons tous les tests que vous voudrez. Mais au fond de mon cœur, je sais déjà, un père reconnaît sa fille. Même après 20 ans, intervint Sandrine avec acidité. Même après 20 ans, confirma Thierry sans la regarder. Clémence ramassa son sac d'une main tremblante.
Il faut que je parte. Il faut que je réfléchisse. C'est trop d'un coup. Je comprends, dit Thierry doucement. Mais promettez-moi que vous reviendrez, que vous me donnerez une chance de vous expliquer. Vous expliquer quoi? Comment vous avez disparu? Ce qui s'est passé ce jour-là aux eaux? Et surtout, il marqua une pause, la voix brisée par l'émotion. Surtout comme j'ai échoué à vous protéger. Clémence hocha la tête sans rien dire. Elle n'arrivait plus à réfléchir correctement. Tout se mélangeait dans sa tête. Les confidences de Thierry, ses propres souvenirs flous, les accusations de Sandrine. « Victor va vous raccompagner, » dit Thierry. « Et demain, si vous le voulez bien, nous pourrons parler. » Calmement, dans la voiture qui la ramenait chez elle, Clémence regardait défiler les rues de Lyon sans les voir. Le chauffeur, sentant son trouble, avait mis de la musique douce et conduisait en silence. Était-il possible qu'elle soit vraiment la fille de Thierry Delorme? Cette idée la bouleversait et la terrifiait à la fois. Si c'était vrai, cela voulait dire qu'Odette lui avait menti pendant 20 ans, que toute sa vie était construite sur un mensonge. Mais pourquoi Odette aurait-elle fait ça? Elle qui était si bonne, si généreuse. Pourquoi aurait-elle caché la vérité à une petite fille qui réclamait sa famille? De retour dans sa chambre de bonne, Clémence s'effondra sur son lit et éclata en sanglots. 25 ans de certitudes qui s'écroulèrent d'un coup, 25 ans de questions sans réponse qui trouvaient soudain un sens. Elle se leva et alla chercher dans sa commode la boîte où elle conservait les quelques affaires d'Odette. Photos, lettres, bijoux. Au fond, elle trouva le carnet que sa mère adoptive tenait comme un journal intime, avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit à la première page et lut « 15 octobre 2005. Aujourd'hui, ma vie a changé. Une petite fille est entrée dans mon existence. Et je sais déjà que je ne pourrai plus m'en passer. Elle est si fragile, si perdue, mais je vais l'aimer comme si elle était ma propre fille, mieux que sa propre famille, qui n'a pas su la protéger. » Clémence tourna fébrilement les pages, cherchant des explications, et soudain, elle tomba sur cette phrase qui lui glaça le sang. Elle ne doit jamais savoir. C'est mieux ainsi. Sa vraie famille l'a abandonnée, l'a laissée se faire enlever par négligence. Moi, je ne l'abandonnerai jamais. Le carnet lui échappa des mains. Odette savait. Elle avait toujours su qui elle était vraiment. Et elle avait choisi de se taire. Dehors, la nuit tombait sur Lyon. Et avec elle, toutes les certitudes d'une vie, Clémence passa la nuit entière à parcourir le journal d'Odette, chaque page révélant un peu plus l'ampleur du mensonge dans lequel elle avait vécu. Les mots de sa mère adoptive se mélangeaient aux larmes qui brouillaient sa vue, mais elle était incapable de s'arrêter de lire. 16 octobre 2005. Elle a pleuré toute la nuit. Elle réclame ses parents, son papa et sa maman Catherine. Mon cœur se brise de la voir si malheureuse, mais je sais que c'est temporaire. Les enfants oublient vite à cet âge. Dans quelques semaines, je serai la seule maman qu'elle connaîtra. 20 octobre 2005. Elle mange un peu mieux aujourd'hui. Je lui ai acheté une poupée qui ressemble à celle qu'elle avait avant. Elle l'a serrée contre elle en murmurant « Princesse ». Je crois que c'était le nom de son ancien jouet. Je ferai tout pour la rendre heureuse. 2 novembre 2005. Marc commence à poser des questions. Il trouve bizarre que je n'ai aucun papier officiel pour la petite. Je lui ai dit que c'était en cours, que l'adoption prenait du temps. Il faut que je sois plus prudente. Personne ne doit savoir la vérité. Marc, Clémence se souvenait vaguement de cet homme, le compagnon d'Odette quand elle était petite. Il était parti quand elle avait 7 ou 8 ans, et Odette n'en avait plus jamais reparlé. 15 janvier 2006, Marc est parti. Il a menacé de tout révéler si je ne rendais pas la petite à sa vraie famille. Il ne comprend pas que je la protège. Sa vraie famille l'a perdue par négligence. Il ne mérite pas de la récupérer. Moi, je ne la perdrai jamais. Clémence sentit un frisson glacé parcourir son échine. Odette n'avait pas trouvé une enfant abandonnée comme elle l'avait toujours cru. Elle l'avait gardée, délibérément, en sachant que quelque part, des parents la cherchaient désespérément. 10 mars 2006. Elle commence à m'appeler maman. Mon cœur explose de bonheur. Je suis sa maman maintenant. Sa vraie maman. Celle qui l'aime, qui la protège, qui ne la quittera jamais des yeux. Les pages suivantes racontaient l'évolution de leur relation, la construction patiente d'une nouvelle identité pour la petite fille. Odette avait créé de faux papiers, inventé une histoire de naissance à l'étranger pour expliquer l'absence d'état civil français.
Elle avait méthodiquement effacé toute trace du passé de Clémence. 15 octobre 2010. 5 ans déjà. Elle ne se souvient plus de rien. Parfois, elle fait des cauchemars et prononce des noms dans son sommeil. Papa, Catherine, princesse. Mais au réveil, elle ne se rappelle de rien. C'est mieux ainsi. 20 juillet 2015. 10 ans. Elle me demande parfois pourquoi elle n'a pas de grands-parents, pas de famille. Je lui dis que nous deux, ça suffit, que l'amour ne se compte pas au nombre. Elle sourit et me dit que j'ai raison, ma petite fille chérie. Clémence découvrait au fur et à mesure comment Odette avait orchestré sa nouvelle vie, les déménagements fréquents pendant les premières années, les changements d'identité successifs, jusqu'à ce qu'elle s'installe définitivement à Lyon quand Clémence avait 8 ans. 3 septembre 2018. Elle a trouvé un travail au spa. Je suis si fière d'elle. Elle a grandi pour devenir une jeune femme magnifique et bonne. Parfois, quand je la regarde, je vois ses vrais parents dans ses traits. Mais elle est à moi maintenant. Elle sera toujours à moi. 12 décembre 2020. Elle me pose de plus en plus de questions sur ses origines. L'adolescence est passée. Mais maintenant qu'elle est adulte, elle veut savoir. Je dois rester forte. Le mensonge qui l'a protégée pendant 15 ans doit continuer à la protéger. Les dernières pages du journal étaient datées de quelques mois seulement avant la mort d'Odette. Sa maladie avait progressé rapidement et sa calligraphie devenait de plus en plus tremblante. 5 janvier 2025. Les médecins disent que je n'en ai plus pour longtemps. Je pense de plus en plus à lui dire la vérité. Mais comment avouer à celle que j'aime comme ma propre fille que j'ai construit sa vie sur un mensonge? Comment lui dire que quelque part, un homme pleure encore sa disparition? 20 janvier 2025. Dernière entrée, je n'ai plus la force d'écrire. Clémence me soigne avec tant d'amour. Si elle savait, j'emporterais la vérité dans ma tombe. C'est mieux ainsi. Elle a été heureuse avec moi. Elle continuera à être heureuse sans connaître la douleur de ses vrais parents. Clémence referma le journal d'un geste brusque, incapable d'en lire davantage. Ses mains tremblèrent de colère et de chagrin mêlés. Odette, cette femme qu'elle avait vénérée, qui avait été sa seule famille pendant 20 ans, était en réalité, quoi? Une ravisseuse. Une femme qui avait volé l'enfance de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, elle se souvenait de toute la tendresse d'Odette, de son dévouement, de l'amour inconditionnel qu'elle lui avait porté. Comment concilier ces deux vérités? Comment haïr celle qui l'avait élevée avec tant d'amour, même si cet amour était né d'un mensonge? Son téléphone sonna, la tirant de ses réflexions douloureuses. Victor Rousseau. Mademoiselle Delorme. Monsieur Thierry aimerait vous voir ce matin, si vous êtes disponible. Il a des choses importantes à vous montrer. Clémence hésita. Était-elle prête à affronter Thierry avec tout ce qu'elle venait d'apprendre? Quelle heure? Quand vous voudrez. Monsieur a annulé tous ses rendez-vous. Il n'attend que vous. D'accord. Dans 1 heure. Elle raccrocha et se regarda dans le petit miroir de sa salle de bain. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux en bataille. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme dont l'existence venait de voler en éclats, après une douche rapide et un café serré. Elle prit le tramway vers les beaux quartiers. Dans son sac, elle avait glissé le journal d'Odette. Il était temps que Thierry connaisse lui aussi la vérité. La demeure des Delorme lui parut différente ce matin-là, plus accueillante peut-être, ou peut-être était-ce elle qui la regardait avec d'autres yeux. Victor l'accueillit avec un sourire chaleureux et la conduisit directement vers le bureau de Thierry. Il était là, debout devant la fenêtre, exactement comme lors de leur première rencontre. Mais quand il se retourna, Clémence fut frappée par la transformation. Le visage ravagé par l'insomnie et l'émotion. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit, mais ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne lui avait jamais vue. L'espoir. Isabella, dit-il simplement. Ce prénom sur ses lèvres fit quelque chose d'étrange à Clémence, comme un écho lointain, une résonance profonde qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Je ne suis pas sûre d'être prête à vous appeler papa », dit-elle doucement. « Je comprends. 20 ans, c'est long. Et vous avez eu une autre famille, une autre vie. Justement, l'interrompit Clémence en sortant le journal de son sac. Il y a des choses que vous devez savoir sur cette autre famille, sur la femme qui m'a élevée. » Elle lui tendit le carnet usé. « Lisez ça, et vous comprendrez comment votre fille a disparu. » Thierry prit le journal avec des mains tremblantes et commença à lire. Clémence l'observait,
voyant passer sur son visage toute une gamme d'émotions, d'abord la confusion, puis la compréhension, la colère, et finalement une profonde tristesse. « Mon Dieu !» murmura-t-il en refermant le carnet. « Cette femme, elle vous a enlevé. Elle m'a sauvé, » corrigea Clémence. « Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Vous la défendez. Je ne sais plus quoi penser. Elle m'a menti toute ma vie. Mais elle m'a aussi aimée comme personne ne m'a jamais aimée. Elle m'a donné une enfance heureuse, une éducation, des valeurs. Comment puis-je la haïr pour ça ?» Thierry s'approcha d'elle lentement. « Vous voulez connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là aux eaux ?» Clémence acquiesça, même si une partie d'elle redoutait ce qu'elle allait entendre. Thierry se dirigea vers son bureau et en sortit un épais dossier qu'il posa devant elle. « Pendant 20 ans, j'ai fait appel à tous les détectives privés de France. J'ai des centaines de témoignages, des analyses, des reconstitutions. Je peux vous raconter cette journée, minute par minute. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos, des plans, des rapports dactylographiés. « Nous étions aux eaux de la Tête d'Or, votre mère, vous et moi. C'était un dimanche ensoleillé d'octobre. Vous portiez une robe jaune avec des petites cerises rouges, et vous aviez votre porte-clés au lapin rose accroché à votre sac à dos. » Clémence sentit une image floue remonter à sa mémoire. Une robe jaune, elle s'en souvenait vaguement. « Nous regardions les otaries quand vous avez dit que vous vouliez voir les singes. Votre mère vous a dit d'attendre, que nous irions après. Mais vous étiez têtu déjà à cet âge. » Un sourire triste passa sur les lèvres de Thierry. « Vous êtes partie toute seule vers l'enclos des primates. Cela n'a duré que 2 minutes, le temps que nous nous en rendions compte. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, vous aviez disparu, et cette femme, Odette, était là. Selon plusieurs témoins, oui, une infirmière d'une 50aine d'années qui promenait seule dans le parc. Les caméras de surveillance l'ont filmée en train de quitter le zoo 1 heure après votre disparition, mais à l'époque, personne n'a fait le rapprochement. » Thierry sortit une photo du dossier. Un cliché granuleux en noir et blanc montrant une femme aux cheveux gris tenant la main d'une petite fille. « C'est vous, » dit-il. « Et c'est elle. » Clémence reconnut immédiatement Odette, plus jeune, et cette petite fille qui lui ressemblait tant. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi a-t-elle fait ça ? D'après ce que j'ai lu dans son journal, elle pensait que nous vous avions abandonné, qu'en vous perdant de vue, nous avions prouvé que nous ne méritions pas de vous avoir. Mais ce n'était qu'un accident. Elle ne le savait pas, ou peut-être ne voulait-elle pas le savoir. D'après les enquêteurs, elle venait de perdre sa propre fille dans un accident de voiture. Elle était en deuil, désespérée. Quand elle vous a vu seule et apeurée, elle a sans doute cru que le destin lui offrait une seconde chance. Clémence sentit les larmes couler sur ses joues, toute cette souffrance, toutes ces années perdues, à cause d'un malentendu tragique. « Je suis désolée », sanglota-t-elle. « Je suis tellement désolée pour tout ce que vous avez enduré. » Thierry s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Vous n'avez pas à vous excuser. Vous étiez une enfant. Et maintenant vous êtes là. C'est tout ce qui compte. 20 ans trop tard. Non, » dit-il fermement. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa famille. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Sandrine apparut, le visage déformé par la colère. « Ça suffit maintenant !» explosa-t-elle. « Thierry, tu te ridiculises. Cette comédie a assez duré. » L'intrusion de Sandrine fit l'effet d'une bombe dans l'atmosphère feutrée du bureau. Thierry se redressa lentement, son visage se durcissant à vue d'œil. « Sandrine, je t'ai demandé de nous laisser seuls. Et moi, je refuse de te voir te faire manipuler par cette aventurière. » Sandrine pointait Clémence du doigt avec une hargne qui fit frissonner la jeune femme. Elle portait un tailleur blanc immaculé qui contrastait avec la noirceur de son regard. « Tu ne vois donc pas ce qui se passe ?» poursuivit-elle. « Cette fille a tout orchestré. Elle s'est renseignée sur ta famille, sur la disparition d'Isabella, et maintenant elle joue la comédie pour t'extorquer de l'argent. » « Sandrine, ça suffit, » dit Thierry d'une voix dangereusement calme. « Non, ça ne suffit pas. Tu es aveuglée par ton chagrin et tes regrets. Cette femme en profite. Regarde-la. Est-ce qu'elle ressemble vraiment à Catherine? Est-ce qu'elle a vraiment tes yeux, tes traits? » Malgré elle, Clémence se sentit rougir sous l'examen impitoyable de Sandrine. C'était vrai qu'elle ne ressemblait pas spécialement à Thierry. Ses cheveux bruns, sa peau mate, sa silhouette menue,
Rien qui évoque vraiment une filiation. La ressemblance physique n'est pas tout, rétorqua Thierry. Il y a le porte-clés, la cicatrice, la tache de naissance, des détails qu'elle a pu apprendre. Les journaux ont beaucoup parlé de la disparition d'Isabella à l'époque. Il devait y avoir des photos, des descriptions. Et le journal de sa mère adoptive, tu crois qu'elle l'a inventé? Sandrine eut un sourire mauvais. Bien sûr que non. Mais qui nous dit qu'elle n'a pas simplement trouvé ce carnet quelque part, ou qu'elle ne l'a pas rédigé elle-même pour rendre son histoire crédible. Clémence sentit la moutarde lui monter au nez. Elle supportait mal d'être traitée comme une vulgaire escroc. « Vous allez trop loin », dit-elle en se levant. « Je n'ai jamais demandé à découvrir que j'étais la fille de Monsieur Delorme. Je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. » « Ah oui. Et ce petit numéro avec le bracelet hier. Vous appelez ça comment? Quel rapport? Allons. Ne jouez pas les innocentes. Vous avez organisé cette mise en scène pour que Thierry découvre votre porte-clés. Très malin, je dois l'avouer. » Clémence ouvrit de grands yeux, comprenant soudain l'accusation. « Vous voulez dire que j'aurais volé votre bracelet pour provoquer une fouille et faire découvrir le porte-clés. » Exactement. Mais c'est vous qui avez insisté pour fouiller mon sac. Moi, je voulais partir. Comédie, tout ça. Vous saviez très bien que j'allais exiger de vérifier vos affaires. Vous aviez tout prévu. Thierry assistait à cet échange avec une expression de plus en plus sombre. Clémence voyait bien qu'il commençait à douter, et cela lui faisait mal. D'ailleurs, reprit Sandrine avec un sourire triomphant. Où est-il, ce fameux bracelet? Vous l'avez retrouvé? Un silence gêné accueillit cette question. Sandrine se tourna vers Thierry. Tu vois, elle ne répond pas, parce qu'elle sait très bien où il est. Je ne sais pas de quoi vous parlez, protesta Clémence. Votre bracelet, je ne l'ai jamais vu. Menteuse, ça suffit. La voix de Thierry claqua comme un fouet dans la pièce. Il s'avança vers Sandrine, et Clémence fut frappée par l'autorité qui émanait soudain de lui. Sandrine, tu dépasses les bornes. Je ne te permets pas de traiter cette jeune femme de voleuse et de menteuse dans ma propre maison. Thierry, je t'en prie, réfléchis. Cette histoire est grotesque. Comment peux-tu croire qu'après 20 ans de recherche, ta fille débarque par hasard chez toi comme masseuse? Le hasard existe, Sandrine, et parfois, il fait bien les choses. Tu parles comme un illuminé, un homme de ton intelligence, de ton expérience. Comment peux-tu te laisser berner si facilement? Thierry s'approcha de son bureau et décrocha le téléphone. « Docteur Moreau, Thierry Delorme à l'appareil. J'aurais besoin de vos services pour un test de paternité en urgence. Oui, aujourd'hui si possible. » Il raccrocha et se tourna vers Clémence. « Nous allons faire ce test ADN. Comme ça, il n'y aura plus aucun doute possible. » « Excellente idée, » dit Sandrine avec satisfaction. « Quand les résultats prouveront que cette fille n'est pas ta fille, j'espère que tu reviendras à la raison. » « Et si les résultats prouvent le contraire ?» demanda Thierry froidement. « Ça n'arrivera pas, mais si ça arrivait... » Sandrine hésita une seconde, puis releva le menton avec défi. « Dans ce cas, je m'excuserai auprès de mademoiselle. Ce ne sera pas suffisant. Que veux-tu dire ? Je veux dire que si tu te trompes sur Clémence, c'est que tu me connais mal, très mal. Et qu'une femme qui me connaît mal ne devrait pas envisager de m'épouser. » Le silence qui suivit cette déclaration était lourd de menaces. Sandrine devint livide. « Thierry, tu ne peux pas dire ça. Nous sommes fiancés, nous devons nous marier dans 3 mois. Ce mariage aura lieu si et seulement si tu présentes des excuses sincères à Clémence. » Quoi que révèlent ces tests? Mais il n'y a pas de mais, tu as le choix. Soit tu fais confiance à mon jugement, soit tu considères que je suis un imbécile incapable de reconnaître sa propre fille. Dans le second cas, je ne vois pas sur quoi nous pourrions fonder un mariage. Clémence assistait à cette dispute avec un malaise grandissant. Elle ne voulait pas être la cause d'une rupture entre ces 2 personnes. Monsieur Delorme, intervint-elle doucement. Peut-être que mademoiselle Langlois a raison d'être méfiante. Cette histoire est tellement invraisemblable. Non, dit Thierry fermement. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'après 20 ans de souffrance, la femme que j'aime refuse de partager ma joie de retrouver ma fille. Sandrine eut un petit rire amer. Ta joie? Tu es sûre que c'est de la joie, ou plutôt un désir désespéré de croire à un miracle? Les 2 peut-être? Et alors? Alors, tu risques d'être très déçu. À cet instant, Victor Rousseau frappa à la porte et entra discrètement. Monsieur, le docteur Moreau vous attend dans le salon bleu,
Il a apporté tout le matériel nécessaire. « Parfait, » dit Thierry. « Nous arrivons. » Il se tourna vers Clémence. « Vous êtes prête ?» Clémence hocha la tête. Même si son cœur battait à tout rompre dans quelques heures, elle saurait définitivement qui elle était. Cette perspective la terrifiait et l'excitait à la fois. « Une dernière chose, » dit Sandrine, alors qu'ils se dirigèrent vers la porte. « Quand ce test prouvera que vous n'êtes pas sa fille, j'espère que vous aurez la décence de disparaître de nos vies. »« Sandrine, » explosa Thierry. « Laissez, » dit Clémence calmement. « Elle a le droit d'être inquiète. Après tout, si je suis vraiment votre fille, cela va changer beaucoup de choses dans votre vie, dans vos projets d'avenir. » Elle regarda Sandrine droit dans les yeux. « Si les tests sont positifs, c'est moi qui attendrai vos excuses. Et pas seulement pour m'avoir accusée de vol, mais pour avoir douté de l'amour d'un père pour son enfant. » Le salon bleu était effectivement décoré dans les tons bleus et or. Le docteur Moreau, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs, les attendait avec une mallette de matériel médical. « Monsieur Delorme, » dit-il en serrant la main de Thierry. « Je comprends votre impatience. Les prélèvements sont très simples. Un frottis buccal pour chacun de vous. J'ai un laboratoire qui peut faire l'analyse en urgence. Vous aurez les résultats demain matin. »« Demain » s'étonna Clémence. « C'est si rapide. » « Quand on paie le prix, » sourit le médecin. « Tout devient possible. » Les prélèvements furent effectués en quelques minutes. 2 petits tubes contenant l'avenir de Clémence et celui de Thierry. « Voilà, » dit le docteur en rangeant son matériel. « Plus qu'à attendre, je vous appellerai dès que j'aurai les résultats. » Après son départ, un silence pesant s'installa dans la pièce. Sandrine faisait les 100 pas, visiblement très nerveuse. Thierry fixait les fenêtres sans les voir. Quant à Clémence, elle se sentait vidée, comme après un effort intense. « Je ferais mieux de rentrer, » dit-elle finalement. « Vous pouvez rester, » proposa Thierry. « Nous pourrions parler, apprendre à nous connaître. »« Non, » dit-elle doucement. « Il vaut mieux attendre les résultats. Si je ne suis pas votre fille, nous aurons eu l'air ridicule. Et si je le suis, » elle marqua une pause. « Si je le suis, nous aurons toute la vie pour rattraper le temps perdu. » Victor la raccompagna jusqu'à la voiture, au moment où elle allait monter. Il se pencha vers elle. « Mademoiselle » murmura-t-il. « Puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. En 20 ans de service chez Monsieur Delorme, je ne l'ai jamais vu aussi. Vivant qu'aujourd'hui, quoi que révèlent ces tests, vous lui avez déjà rendu l'espoir. Et ça n'a pas de prix. » Dans la voiture qui la ramenait chez elle, Clémence regarda Lyon défiler sous ses yeux avec un sentiment étrange. Dans quelques heures, cette ville serait-elle encore la même? Sa vie serait-elle encore la même? Une chose était sûre, quel que soit le résultat de ce test, plus rien ne serait jamais comme avant. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Clémence. Allongée sur son petit lit, elle fixait le plafond en se repassant inlassablement les événements des derniers jours. Dans quelques heures, elle saurait si sa vie entière avait été construite sur un mensonge, ou si cette histoire incroyable n'était qu'une coïncidence tragique, vers 3 heures du matin. Incapable de fermer l'œil, elle se leva et alla s'installer à sa petite table près de la fenêtre. Lyon dormait sous ses yeux, paisible et silencieuse. Elle sortit une feuille de papier et commença à écrire « Chère Odette, je ne sais pas si tu peux m'entendre là où tu es, mais j'ai besoin de te parler. Demain, je saurai si tu as été la femme merveilleuse que j'ai toujours crue, ou si tu as été autre chose. Je ne te mens pas. Je t'en veux. Si cette histoire est vraie, tu m'as volé 20 ans avec ma vraie famille. Tu m'as fait grandir dans le mensonge. Tu as laissé un homme souffrir pendant 2 décennies, en croyant sa fille morte. Mais en même temps, je me souviens de toutes ces nuits où tu veillais quand j'étais malade, de tous ces sacrifices que tu as faits pour que je ne manque de rien, de cet amour inconditionnel que tu m'as donné. Comment peut-on aimer quelqu'un et lui faire tant de mal en même temps? Clémence s'arrêta d'écrire. Les larmes brouillant sa vue, elle froissa la lettre et la jeta dans sa petite poubelle. À quoi bon? Odette ne pourrait jamais répondre à ces questions. Son téléphone vibra. Un message de Sylvie. « Tu vas bien? Tu n'es pas venu qu'au travail aujourd'hui? J'espère que ton client riche ne t'a pas fait de propositions malhonnêtes. » Clémence sourit malgré elle. Si seulement Sylvie savait, elle tapa rapidement une réponse. « Tout va bien. Je t'expliquerai demain, promis. » Elle remit son téléphone sur la table et retourna se coucher. Cette fois, épuisée par l'émotion, elle finit par s'endormir vers l'aube. De son côté,
Thierry n'avait pas fermé l'œil non plus. Il était resté dans son bureau toute la nuit, entouré des dossiers sur la disparition d'Isabella, photos, témoignages, rapports d'enquête, 20 ans d'investigation qui tenaient maintenant dans quelques cartons. Il examina une fois de plus la dernière photo de sa fille, prise le matin même de sa disparition. Une petite fille de 5 ans aux grands yeux bruns, souriant à l'objectif dans sa robe jaune. Cette image l'avait hanté pendant 2 décennies. Pouvait-il vraiment y avoir un lien entre cet enfant et la jeune femme qu'il avait rencontrée? Maintenant que l'émotion retombait, il commençait à avoir des doutes. Sandrine avait peut-être raison. Peut-être était-il aveuglé par son désir désespéré de retrouver sa fille. Il se leva et alla se poster devant le portrait de Catherine qui trônait sur la cheminée. Sa défunte épouse lui souriait, éternellement figée dans sa beauté de jeune femme. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Mon amour, murmura-t-il, est-ce vraiment notre Isabella ?» Évidemment, le portrait ne répondit pas, mais Thierry crut voir une lueur de compréhension dans les yeux peints de sa femme. Vers 6 heures, Victor vint lui apporter un café. « Vous n'avez pas dormi, monsieur. Comment le pourriez-je ? Dans quelques heures, je saurai si j'ai retrouvé ma fille ou si je suis en train de perdre la raison. Puis-je vous dire ce que j'en pense ? Bien sûr, Victor. Votre avis m'intéresse. Cette jeune femme, il y a quelque chose en elle. Une douceur, une façon de bouger. Elle me rappelle Madame Catherine. » Thierry leva les yeux vers son fidèle majordome. « Vous trouvez vraiment ? Je l'ai remarqué dès sa première visite. Et puis, cette façon qu'elle a eue de vous masser, comme si elle savait instinctivement ce dont vous aviez besoin, c'est troublant. Ou c'est une excellente professionnelle. Peut-être, mais j'ai vu beaucoup de masseuses défiler ici. Monsieur, aucune ne vous a fait cet effet. » Thierry but son café en silence, réfléchissant aux paroles de Victor. Cet homme le connaissait mieux que personne. Son intuition valait peut-être celle de tous les tests ADN du monde. Dans sa suite à l'hôtel Fourvière, Sandrine faisait elle aussi les 100 pas. Elle avait quitté la maison de Thierry dans un état de rage froide et était allée s'installer à l'hôtel, prétextant avoir besoin de réfléchir. En réalité, elle était terrifiée à l'idée que cette fille puisse vraiment être la fille de Thierry, car si c'était le cas, tous ses plans tombaient à l'eau. Elle s'était fiancée avec Thierry pour son argent et son statut social, certes, mais aussi parce qu'elle pensait qu'il était suffisamment brisé par la disparition de sa fille pour ne jamais s'en remettre vraiment. Un homme diminué, facile à manipuler, si Isabella revenait dans sa vie, Thierry redeviendrait l'homme fort et déterminé qu'il avait été avant le drame. Et cet homme-là serait beaucoup plus difficile à contrôler, pire encore, si cette fille était vraiment sa fille. Elle hériterait de la fortune des Delorme, Sandrine se retrouverait avec des miettes au lieu de l'empire qu'elle convoitait. Non, il fallait que cette masseuse soit une imposteur. Il le fallait absolument. Sandrine décrocha son téléphone et composa un numéro. « Paul, c'est Sandrine. J'ai un service à te demander. Oui, c'est urgent et discret. » À 8 heures du matin, Clémence était déjà debout et habillée. Elle n'arrivait plus à tenir en place. Elle descendit acheter des croissants à la boulangerie du coin, mais fut incapable d'avaler quoi que ce soit. Son téléphone sonna. « Thierry. Clémence. Vous allez bien ? Comme quelqu'un qui attend de savoir si sa vie va basculer. Oui. Le docteur Moreau doit appeler vers 10 heures. Voulez-vous que nous attendions ensemble ? » Clémence hésita. D'un côté, l'idée de rester seule lui était insupportable. De l'autre, elle craignait que la présence de Thierry ne rende l'attente encore plus pénible. « D'accord, » finit-elle par dire. « Je peux venir. Victor vient vous chercher. » Une demi-heure plus tard, elle était de retour dans la demeure des Delorme. Thierry l'attendait dans le petit salon, celui où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il avait l'air aussi tendu qu'elle. « Sandrine ?» demanda-t-elle. « Partie à l'hôtel hier soir ?» Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. « Je suis désolée. Je ne voulais pas causer de problème dans votre couple. » « Vous n'avez causé aucun problème. Vous avez juste révélé des failles qui existaient déjà. » Ils s'assirent côte à côte, dans un silence qui n'était pas vraiment gênant, plutôt complice, comme s'ils partagèrent quelque chose d'unique. « J'ai pensé à quelque chose cette nuit, » dit Thierry. « Si vous êtes vraiment ma fille, cela veut dire que Catherine et moi, nous n'avons pas été de si mauvais parents que ça. Nous avons élevé une petite fille qui est devenue une femme bien. Et si je ne le suis pas, si vous ne l'êtes pas, j'aurais quand même eu le plaisir de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel.
et de me souvenir que l'espoir existe. Clémence sentit sa gorge se serrer. Cet homme avait une façon de parler qui la touchait droit au cœur. « Moi aussi, j'ai pensé à quelque chose, » dit-elle. « Si je suis votre fille, cela veut dire qu'Odette n'était pas la sainte que je croyais, mais cela veut dire aussi que j'ai eu 2 familles qui m'ont aimée. Finalement, c'est plutôt une chance. »« Non, une chance, oui, et une preuve que vous méritez d'être aimée. » À 9h58, le téléphone sonna. Thierry et Clémence sursautèrent en même temps. « Docteur Moreau, » dit Thierry en décrochant. Il mit le haut-parleur pour que Clémence puisse entendre. « Monsieur Delorme, j'ai les résultats. » Le cœur de Clémence s'arrêta de battre. « Je vous écoute, docteur. Les tests sont formels. Il y a 99,97% de probabilité que mademoiselle Clémence Delorme soit votre fille biologique. » Le silence qui suivit cette annonce sembla durer une éternité, puis Thierry raccrocha lentement et se tourna vers Clémence. « Isabella, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Papa, » répondit-elle dans un souffle, et pour la première fois depuis 20 ans, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Dehors, cachés derrière un buisson du jardin, une silhouette observait la scène à travers la fenêtre. Sandrine serrait les poings, le visage déformé par la rage, son téléphone vibra. Un message de Paul. « Mission accomplie, les preuves sont en route. » Un sourire mauvais se dessina sur les lèvres de Sandrine. Cette petite masseuse croyait avoir gagné, mais la partie ne faisait que commencer. « Profite bien de ton bonheur, ma chérie, » murmura-t-elle. « Il ne va pas durer longtemps. » Sur quoi elle tourna les talons et s'éloigna dans l'ombre des arbres, laissant derrière elle un père et sa fille qui venaient enfin de se retrouver. Les heures qui suivirent à l'annonce des résultats passèrent, comme dans un rêve. Clémence et Thierry restèrent longtemps enlacés, pleurant ensemble 20 années de séparation. Quand ils se détachèrent enfin l'un de l'autre, ils avaient tous les deux les yeux rouges, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je n'arrive pas à y croire », murmurait Clémence en essuyant ses larmes. « J'ai un père, un vrai père, et moi, j'ai retrouvé ma petite fille. » répondit Thierry en caressant doucement ses cheveux. « Ma petite Isabella, appelez-moi Clémence, s'il vous plaît. C'est le nom qu'Odette m'a donné, malgré tout ce qui s'est passé. Je veux le garder. Clémence, » répéta Thierry en goûtant le prénom. « C'est joli, cela vous va bien. » Victor entra discrètement dans le salon, portant un plateau avec du champagne et des petits fours. « Permettez-moi de féliciter mademoiselle et monsieur, » dit-il avec un sourire rayonnant. « Cette maison avait besoin de bonnes nouvelles. »« Merci, Victor, » dit Thierry. « Vous aviez raison, comme toujours. » Ils burent en silence, savourant ce moment unique. Puis Thierry posa sa coupe et regarda sa fille avec intensité. « Parlez-moi de vous, » dit-il. « De votre vie, de vos rêves, de ce que vous aimez. J'ai 20 ans à rattraper. » Clémence sourit et commença à raconter. Son enfance avec Odette, ses études, son travail au spa, sa passion pour la lecture et les films d'époque. Thierry l'écoutait religieusement, buvant chacune de ses paroles. « Et en amour ?» demanda-t-il avec la curiosité attendrissante d'un père. « Il y a quelqu'un dans votre vie ?»« Non, personne de sérieux. J'ai eu quelques histoires, mais rien qui ait vraiment compté. Et vous, enfin, à part mademoiselle Langlois. » Le visage de Thierry s'assombrit légèrement. « Sandrine, c'est compliqué. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'un gala de charité. Elle était réconfortante. Après des années de solitude, j'ai cru que c'était ce dont j'avais besoin. Et maintenant, je me rends compte que j'ai peut-être confondu réconfort et amour. » Sa réaction d'hier m'a beaucoup déçue. Clémence hésita, avant de poser sa question suivante. « Vous allez annuler le mariage. Je ne sais pas encore, tout dépendra de ses excuses et de sa capacité à accepter votre présence dans ma vie. » À cet instant, le téléphone de Thierry sonna. Il regarda l'écran et soupira. « Sandrine !» dit-il à Clémence avant de décrocher. « Allô, Thierry, il faut que nous parlions. J'ai des choses importantes à te dire sur cette fille. Son nom est Clémence, et c'est ma fille, Sandrine. Les tests l'ont confirmé. Justement, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Retrouve-moi au restaurant Le Pré au Clair dans 1 heure. Et viens seule. Sandrine, je ne vais pas laisser Clémence. 1 heure, Thierry. Si tu ne viens pas, tu le regretteras. » Elle raccrocha. Thierry regarda son téléphone avec perplexité. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Clémence. « Me voir, seule.
Elle prétend avoir des choses importantes à me dire sur vous. Quelles choses? Je n'en ai aucune idée. Mais connaissant Sandrine, ce ne sera rien de bon. Clémence se mordit la lèvre. Elle ne voulait pas que son père reparte sitôt après qu'ils se soient retrouvés. Vous devez y aller. Je pense que oui, il vaut mieux crever l'abcès, mais vous pouvez rester ici, Victor prendra soin de vous. Non, je préfère rentrer chez moi. J'ai besoin de digérer tout ça tranquillement. Et puis, j'aimerais appeler Sylvie pour lui annoncer la nouvelle. Vous êtes sûre? Certaine, nous avons toute la vie pour nous rattraper maintenant. Thierry la serra dans ses bras une dernière fois. Je reviens vite, promit-il. Et ce soir, si vous voulez, nous dînerons ensemble, juste nous deux. J'aimerais beaucoup. Le restaurant Le Pré aux Clairs était l'un des établissements les plus chics de Lyon. Sandrine avait choisi une table dans un coin discret, à l'abri des regards indiscrets. Quand Thierry arriva, elle était déjà installée, impeccable dans son tailleur noir. « Merci d'être venu », dit-elle en se levant pour l'embrasser. Thierry se contenta de s'asseoir en face d'elle sans répondre à son geste. « Alors, ces choses si importantes que tu avais à me dire. » Sandrine sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « J'ai fait quelques recherches sur Clémence. » « Quel genre de recherche ? J'ai un ami journaliste, Paul Mercier. Il a l'habitude de ce genre d'enquête. » Thierry fronça les sourcils. Il n'aimait pas du tout la tournure que prenait cette conversation. « Continue. » « Ouvre l'enveloppe. » Thierry saisit l'enveloppe avec méfiance et en sortit plusieurs documents. Des photos, des copies d'articles de journaux, des relevés bancaires. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Regarde la première photo. Thierry examina le cliché. On y voyait Clémence en conversation avec un homme d'une quarantaine d'années devant un café. Et alors, cet homme s'appelle Marc Dubois. Marc. Il était le compagnon d'Odette Laurent, la femme qui a élevé Clémence. Je sais, elle en parle dans son journal. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils se sont revus, régulièrement, jusqu'à la mort d'Odette. Thierry leva les yeux vers Sandrine, interloqué. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que Clémence n'a pas découvert qu'elle était ta fille par hasard. Elle le savait depuis longtemps. C'est impossible. Regarde les relevés bancaires. » Thierry examina les documents suivants. Des virements importants sur le compte de Clémence, tous effectués par Marc Dubois, 50 000 €, répartis sur 6 mois, commenta Sandrine. Juste avant qu'elle ne se fasse embaucher au spa où tu vas. Tu trouvais ça normal, toi ? Thierry sentit son sang se glacer dans ses veines. Il doit y avoir une explication. Il y en a une, effectivement. Marc Dubois a gardé contact avec Odette. Il savait qui était vraiment Clémence. Et quand Odette est morte, il a monté cette arnaque avec la complicité de Clémence. « Non », dit Thierry en secouant la tête. « Non, c'est impossible. Tu as vu ses réactions, son émotion. Tu as vu ce qu'elle voulait te montrer. Cette fille est une actrice de talent, Thierry. Elle a étudié ta vie, tes habitudes, tes faiblesses. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer. » Thierry regardait les photos avec un sentiment de nausée grandissant. Sur l'une d'elles, Clémence et Marc Dubois semblaient en grande conversation. Sur une autre, ils se serrèrent dans les bras. « Regardez les dates, » insista Sandrine. « Ces photos ont été prises il y a 3 mois, bien avant votre première rencontre. Mais les tests ADN, les tests prouvent qu'elle est ta fille. Pas qu'elle est honnête. Elle est Isabella, Thierry, mais elle le sait depuis des années. Et elle a monté toute cette comédie pour t'extorquer de l'argent. » Thierry se prit la tête dans les mains. Comment était-ce possible ? Comment avait-il pu se laisser berner à ce point ? Il y a pire, continua Sandrine impitoyablement. Paul a découvert que Marc Dubois a des dettes de jeu considérables, plus de 2 millions d'euros. Il avait besoin d'argent rapidement. Et tu penses qu'ils ont monté cette histoire ensemble ? J'en suis certaine. Réfléchis, Thierry. Quel est le moyen le plus sûr de récupérer une fortune ? Faire croire à un milliardaire qu'on est sa fille disparue. Thierry reposa brutalement les documents sur la table. Même si tout ça est vrai, elle reste ma fille, mon sang. Ton sang, oui, mais pas ton héritière légitime, pas après ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que tu as le choix. Soit tu laisses cette petite manipulatrice te voler ta fortune, soit tu agis en homme d'affaires intelligent. C'est-à-dire, tu la confrontes avec ses preuves, tu lui proposes un arrangement, une somme d'argent raisonnable en échange de sa discrétion et de son départ définitif. Thierry la regarda avec dégoût. « Tu me demandes de renier ma propre fille.
Je te demande de ne pas te laisser ruiner par une gamine cupide qui t'a menti depuis le premier jour. » Thierry se leva brusquement, renversant sa chaise. « Ça suffit, Sandrine. J'en ai assez entendu. »« Thierry, attends. Tu ne peux pas ignorer ces preuves. Ces preuves ne prouvent rien du tout. Seulement que ma fille a gardé contact avec quelqu'un de son passé. Il peut y avoir 1000 explications à ça. Tu refuses de voir la réalité en face. La réalité, c'est que j'ai retrouvé ma fille et que la femme que j'allais épouser préfère salir cette retrouvaille plutôt que de partager ma joie. » Il posa un billet de 50 € sur la table et se dirigea vers la sortie. « Thierry !» cria Sandrine. « Si tu pars maintenant, nous deux, c'est fini. » Il se retourna une dernière fois. « Ça l'était déjà, Sandrine. Je viens juste de m'en rendre compte. » Sur quoi il quitta le restaurant, laissant sa désormais ex-fiancée seule avec ses accusations et sa colère. Dans la rue, Thierry sortit son téléphone pour appeler Clémence. Il avait besoin de l'entendre, de se rassurer. Mais en même temps, les mots de Sandrine résonnaient dans sa tête. Et si elle avait raison? Et si tout cela n'était qu'une mascarade élaborée? Non, c'était impossible. Personne ne pouvait simuler l'émotion qu'il avait vue dans les yeux de Clémence. Personne ne pouvait feindre cette innocence, cette sincérité du moins. Il l'espérait de tout son cœur, de retour chez elle. Clémence flottait encore sur un nuage. Elle avait appelé Sylvie pour lui annoncer la nouvelle. Et son amie était restée sans voix pendant une bonne minute avant d'exploser de joie. « Tu te rends compte ?» avait crié Sylvie dans le téléphone. « Tu es l'héritière d'un empire. Tu vas être riche. Plus jamais de soucis d'argent. Plus jamais de petite chambre de bonne. » Mais bizarrement, cette perspective n'enchantait pas Clémence. Autant qu'elle l'aurait cru, l'argent n'était pas ce qui l'émouvait le plus dans cette histoire. C'était d'avoir enfin un père, une famille, une identité. Elle était en train de préparer un thé quand son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô ? Clémence ? C'est Marc. Marc Dubois. » Le sang de Clémence se figea dans ses veines. Marc Dubois, le compagnon d'Odette d'autrefois, celui qui était parti quand elle était petite. Marc. Comment avez-vous eu mon numéro ? Peu importe. Il faut qu'on se voie, maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas au téléphone. Retrouve-moi au café de la Pardieu dans 1 heure. C'est important. Marc, je ne comprends pas. 1 heure, Clémence, et ne dis à personne qu'on se voit. Il raccrocha. Clémence resta pétrifiée, le téléphone à la main. Pourquoi Marc refaisait-il surface maintenant ? Et pourquoi cette urgence, ce mystère ? 1 heure plus tard, elle était assise dans le café bondé de la gare de la Pardieu, scrutant la foule, à la recherche d'un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. Quand Marc apparut, elle le reconnut immédiatement malgré les années. Plus gris, plus ridé, mais avec les mêmes yeux bleus perçants qu'autrefois. « Clémence, » dit-il en s'asseyant en face d'elle, « tu as grandi, tu es devenue une belle jeune femme. Marc, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi maintenant ?» Il commanda un café d'un geste nerveux et regarda autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. « Parce que je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que tu as retrouvé ton père. » Clémence sentit son cœur s'accélérer. « Comment le savez-vous ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que notre plan a fonctionné. » « Notre plan ? De quoi parlez-vous ? » Marc la regarda avec surprise. « Allons, Clémence, ne joue pas les innocentes avec moi. Nous avons préparé ça ensemble. Tu te souviens ? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Les 6 mois d'approche, ta formation au spa, ton engagement chez Sylvie, tout ça pour que tu puisses accéder à Thierry Delorme et jouer la comédie de la fille retrouvée. » Clémence le regardait bouche bée, complètement perdue. « Marc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais préparé quoi que ce soit avec vous. Je ne vous ai pas vu depuis que j'avais 8 ans. Arrête ton cinéma, » siffla Marc en se penchant vers elle. « Tu crois que je vais avaler tes salades ? Tu savais qui tu étais depuis des mois. Odette te l'avait dit avant de mourir. Non, Odette ne m'a jamais rien dit. J'ai découvert la vérité par hasard, en lisant son journal. Quel journal ? Celui où elle racontait comment elle m'avait gardée après ma disparition. » Marc eut un sourire mauvais. « Ah, ce fameux journal. Odette a toujours eu de l'imagination. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que ce journal, c'est moi qui l'ai écrit pour que tu crois à cette histoire. » Clémence sentit le monde s'écrouler autour d'elle. « C'est impossible. » « C'est pourtant la vérité. Odette ne t'a jamais enlevée, ma petite Clémence. Elle t'a trouvée dans un centre d'accueil pour enfants abandonnés.
Tu n'es pas Isabella Delorme. Tu n'es personne. Non, murmura Clémence, livide. Non, les tests ADN. Les tests ADN que j'ai truqués, tu crois qu'il est difficile de corrompre un laboratin quand on a les bons contacts. Marc sortit de sa poche une enveloppe qu'il posa sur la table. Voici les vrais résultats, ceux que Thierry Delorme n'aura jamais. Avec des mains tremblantes, Clémence ouvrit l'enveloppe. Le document était clair, aucun lien de parenté entre elle et Thierry Delorme. Pourquoi ? Balbutia-t-elle. Pourquoi me faire ça ? Pour l'argent, ma chérie. J'ai des dettes importantes. Et Thierry Delorme est prêt à tout pour récupérer sa fille, même à donner une fortune à quelqu'un qui lui ressemble vaguement. Mais je ne lui ressemble pas. Non, c'est vrai, mais tu as su jouer le bon rôle, les émotions, les larmes, très convaincant. Clémence se leva brusquement, renversant sa chaise. Vous êtes fou, je ne joue aucun rôle, je croyais vraiment. Assieds-toi, ordonna Marc d'une voix menaçante. Et écoute-moi bien, cette mascarade va continuer. Tu vas faire ce pourquoi je t'ai formé. Vous ne m'avez formé à rien du tout, je refuse de faire ça. Tu refuses. Et comment tu vas expliquer à ton nouveau papa que tu n'es pas sa fille ? Tu crois qu'il va apprécier de découvrir que sa soi-disant Isabella est une menteuse ? Je lui dirai la vérité, que c'est vous qui avez tout manigancé. Marc éclata de rire. Et il va te croire, avec tous les éléments que j'ai montés contre toi, les photos de nos soi-disant rencontres, les virements d'argent sur ton compte. Quel virement ? Je n'ai jamais reçu d'argent de vous. Ton compte en banque dit le contraire. 50 000 € sur 6 mois, pas mal pour une masseuse, non ? Clémence sortit son téléphone et consulta frénétiquement son application bancaire. Effectivement, plusieurs virements importants apparaissaient sur son compte. Des sommes qu'elle n'avait jamais vues. Comment avez-vous fait ça ? J'ai mes méthodes, et maintenant, tu vas m'écouter. Voici ce qui va se passer. Tu vas continuer à jouer la fille prodigue, tu vas t'installer chez papa, gagner sa confiance, et au bon moment, tu feras en sorte qu'il te lègue une partie de sa fortune. Et après, on partage 50-50. Et si je refuse ? Marc sortit son téléphone et lui montra des photos, Clémence et lui, apparemment en grande conversation dans différents lieux de Lyon. Si tu refuses, j'envoie tout ça à Thierry Delorme, les photos, les relevés bancaires, les vrais résultats ADN. Il découvrira que sa fille chérie est une menteuse et une escroc. Tu crois qu'il le prendra bien ? Clémence était au bord de l'évanouissement. Comment était-ce possible ? Comment sa nouvelle vie pouvait-elle basculer si vite dans le cauchemar ? Réfléchis bien, ma petite, continua Marc. Tu as le choix. Soit tu coopères et tu gagnes quelques millions, soit tu résistes et tu perds tout, y compris l'affection de ce père que tu viens de retrouver. Mais tout ça est faux. Je n'ai jamais... Qu'est-ce qui est faux ? Les photos, les virements, les résultats ADN. Tout ça existe, ma chérie. Et c'est tout ce qui comptera aux yeux de Thierry Delorme. Clémence se rassit lourdement, complètement dépassée par les événements. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui mentir. Il croit avoir retrouvé sa fille. Et alors, tu crois qu'il sera moins heureux de penser qu'il a une fille qu'il aime que de savoir que sa vraie fille est probablement morte depuis longtemps. C'est ignoble. C'est efficace. Et maintenant, tu vas rentrer chez toi et réfléchir. Tu as jusqu'à demain pour me donner ta réponse. Marc se leva et posa quelques euros sur la table. Oh, et Clémence, n'essaie pas de jouer plus fine que moi. J'ai des assurances. Si tu me trahis, si tu dis quoi que ce soit à Delorme, non seulement il découvrira la vérité sur toi, mais en plus, tu finiras en prison pour escroquerie. J'ai suffisamment de fausses preuves pour ça. Il s'éloigna, laissant Clémence seule avec son désespoir. De retour chez elle, Clémence s'effondra sur son lit et éclata en sanglots. En quelques heures, elle était passée du bonheur le plus pur au cauchemar le plus total. Elle avait cru retrouver un père et découvrait qu'elle n'était qu'un pion dans un ignoble chantage. Comment allait-elle regarder Thierry en face maintenant ? Comment allait-elle supporter de voir l'amour et la fierté dans ses yeux en sachant que tout était faux ? Son téléphone sonna. « Thierry, ma chérie, vous allez bien ? Vous avez une voix bizarre. » Oui, ça va. Un peu fatiguée par toutes ces émotions. Je comprends. Écoutez, pour ce soir, il faut que je vous parle de quelque chose. Sandrine m'a montré des documents sur vous, des photos, des relevés. Le cœur de Clémence s'arrêta de battre.
Des documents? Oui. Elle prétend que vous me manipulez, que vous saviez qui vous étiez depuis le début. Bien sûr, je ne la crois pas, mais j'aimerais que vous m'expliquiez. Clémence ferma les yeux. C'était fini, tout s'écroulait. Papa, murmura-t-elle, et ce mot lui fit mal. Il faut qu'on se voie. Il y a des choses que je dois vous dire. Le trajet vers la demeure de l'Orme fut le plus long de la vie de Clémence. Assise à l'arrière de la berline, elle regardait défiler les rues de Lyon, en se demandant comment elle allait annoncer à Thierry que leur bonheur n'avait duré qu'une journée. Victor l'accueillit avec son sourire habituel, mais elle remarqua l'inquiétude dans ses yeux. Visiblement, l'atmosphère dans la maison n'était plus la même que le matin. « Monsieur vous attend dans le bureau », dit-il simplement. Clémence traversa les couloirs qu'elle commençait à connaître avec l'impression de marcher vers son exécution. Quand elle frappa à la porte du bureau, la voix de Thierry lui parut étrangement froide. « Entrez !» Il était debout derrière son bureau, et sur celui-ci étaient étalés les documents que Sandrine lui avait montrés, photos, relevés bancaires, rapports, toutes les fausses preuves de marque soigneusement disposées comme des pièces à conviction. « Asseyez-vous !» dit Thierry sans la regarder. Clémence prit place dans le fauteuil en face du bureau, les mains tremblantes. Elle avait l'impression d'être une criminelle face à son juge. « Alors ?» dit Thierry en pointant les documents. « Qu'avez-vous à me dire sur tout ça ?» Clémence prit une profonde inspiration. Le moment était venu de dire la vérité. Toute la vérité. « C'est Marc Dubois qui a organisé tout ça, » commença-t-elle. « Il m'a piégée. Je ne savais rien de votre existence avant de vous rencontrer au spa. » Marc Dubois, l'ancien compagnon d'Odette Laurent? Oui, il m'a contacté cet après-midi. Il m'a dit qu'il avait tout orchestré pour que je joue le rôle de votre fille. Thierry leva enfin les yeux vers elle, et elle fut frappée par leur dureté. Et pourquoi vous l'auriez fait? Mais je ne l'ai pas fait. Je vous jure que je ne savais rien. J'ai appris que j'étais votre fille en même temps que vous. Alors comment expliquez-vous ces photos? Ces virements sur votre compte? Il les a falsifiés. Il a mis de l'argent sur mon compte à mon insu. Il a monté ces photos de toutes pièces. Et dans quel but? Clémence hésita. Comment avouer le reste sans tout détruire? Il a des dettes. Il voulait que je gagne votre confiance pour que vous me donniez de l'argent. Et les résultats ADN? Cette question, Clémence la redoutait plus que tout, parce que là, elle devait avouer l'inavouable. Il dit qu'il les a truqués. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Thierry la regardait avec une expression indéchiffrable, mélange d'incrédulité et de douleur. « Truqués », répéta-t-il lentement. « Vous voulez dire que vous n'êtes pas ma fille? Je ne sais plus. Il m'a montré d'autres résultats qui disent que non. » Thierry se laissa tomber dans son fauteuil, comme si on venait de lui asséner un coup de massue. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Alors tout était faux. Le porte-clés, la cicatrice, la tache de naissance, tout. Non, ça c'est vrai. J'ai vraiment ces marques. J'ai vraiment ce porte-clés depuis toujours. Mais si vous n'êtes pas ma fille, comment expliquez-vous ces coïncidences? Je ne sais pas. Peut-être qu'Odette a eu votre vraie fille entre les mains à un moment donné. Peut-être qu'elle lui a pris ses affaires avant de la perdre. Thierry se prit la tête entre les mains. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Que non seulement vous n'êtes pas Isabella, mais qu'en plus ma vraie fille est peut-être morte. Je suis désolée. Sanglota Clémence. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Mais vous l'avez fait. Vous m'avez fait croire au miracle. Vous m'avez rendu l'espoir pour mieux me l'arracher. Ce n'était pas volontaire. Je vous jure que ce n'était pas volontaire. Thierry se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Lui tournant le dos, « Sortez », dit-il d'une voix brisée. « Monsieur Delorme, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Sortez, je ne veux plus vous voir. » Clémence se leva en titubant, les larmes coulant librement sur ses joues. « Papa » murmura-t-elle, « ne m'appelez plus jamais comme ça. » La violence de cette réaction fit sursauter Clémence. Elle se dirigea vers la porte, mais au moment de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je veux que vous sachiez une chose, » dit-elle d'une voix tremblante. « Même si je ne suis pas votre fille, ce que j'ai ressenti pour vous était réel. Cet amour, cette affection, ce n'était pas du théâtre. Sortez, » répéta Thierry sans se retourner. Clémence quitta le bureau et traversa la maison en courant. Sous le regard compatissant de Victor, une fois dehors,
Elle continua à courir jusqu'à la grille, incapable de supporter une seconde de plus l'atmosphère de cette demeure qui avait représenté tant d'espoir. Dans la rue, elle appela un taxi en sanglotant. Elle avait l'impression que sa vie venait de se briser en 1000 morceaux. Restée seule dans son bureau, Thierry contemplait le jardin sans le voir. Il avait l'impression de revivre le cauchemar de la disparition d'Isabella, cette sensation de vide absolu qu'il avait habité pendant 20 ans. Comment avait-il pu être assez naïf pour croire à cette histoire? Comment avait-il pu se laisser manipuler si facilement? Victor frappa discrètement à la porte. « Monsieur, mademoiselle Clémence est partie. Elle semblait très bouleversée. »« Tant mieux, » répondit Thierry amèrement. « Au moins, elle ne pourra plus me mentir. Puis-je me permettre une observation ? » « Monsieur, faites donc. Cette jeune femme, elle semblait sincèrement désespérée, comme quelqu'un qui découvre qu'on l'a manipulée, pas comme quelqu'un dont le plan a échoué. » Thierry se tourna vers son majordome. « Vous croyez qu'elle dit la vérité, qu'elle a été piégée elle aussi ? Je l'ai observée attentivement depuis sa première visite. Soit c'est une actrice exceptionnelle, soit ses émotions étaient authentiques. Mais les preuves, Victor, ces photos, cet argent, les photos peuvent être truquées, l'argent peut être viré à l'insu de la bénéficiaire. Mais l'émotion que j'ai vue dans ses yeux quand elle vous regardait, ça, monsieur, ça ne se falsifie pas. » Thierry resta silencieux un long moment, réfléchissant aux paroles de Victor. « Et si elle avait raison, dit-il finalement, et si ce Marc Dubois l'avait manipulée, dans ce cas, vous venez de briser le cœur d'une innocente. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» À cet instant, le téléphone sonna. Thierry décrocha machinalement. « Allô, monsieur Delorme, docteur Moreau à l'appareil. Je voulais vous parler de quelque chose d'étrange concernant les analyses de ce matin. » « Qu'est-ce qu'il y a, docteur ? » « Eh bien, j'ai reçu un appel bizarre cet après-midi. Un homme qui prétendait être votre secrétaire et qui voulait récupérer les échantillons originaux. Bien sûr, j'ai refusé, mais c'était très insistant. » Thierry sentit son cœur s'accélérer. Quelle description vous a-t-il donnée ? Un homme d'une 40aine d'années, cheveux bruns, yeux bleus. Il disait s'appeler Marc quelque chose. Marc Dubois. C'est ça ? Vous le connaissez ? Malheureusement. Docteur, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que les échantillons n'ont pas été échangés ? Bien sûr, je conserve toujours une partie des prélèvements en cas de contestation. Voulez-vous que je refasse l'analyse ? Oui, en urgence. Et cette fois, ne faites confiance à personne d'autre que moi. Très bien. Vous aurez les résultats demain matin. Thierry raccrocha et se tourna vers Victor. Il faut que je retrouve Clémence, tout de suite. Elle est probablement rentrée chez elle, monsieur. Alors allons-y. J'ai peut-être commis la plus grosse erreur de ma vie. Dans sa chambre de bonne, Clémence était effondrée sur son lit. Vidée de toutes ses larmes, son téléphone sonnait sans arrêt. Marc qui voulait connaître le résultat de sa rencontre avec Thierry, mais elle ne répondait pas. Comment allait-elle pouvoir continuer à vivre après ça ? Comment allait-elle pouvoir oublier ces quelques heures où elle avait cru avoir un père ? On frappa à sa porte. Elle ne bougea pas, espérant que le visiteur finirait par repartir. Mais les coups reprirent, plus insistants. « Clémence, c'est moi. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. » La voix de Thierry. Clémence se redressa, le cœur battant. Que venait-il faire ici ? Elle ouvrit la porte, encore en larmes. Thierry se tenait sur le palier, l'air aussi bouleversé qu'elle. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Elle s'effaça pour le laisser passer. Il regarda autour de lui la petite chambre modeste, si différente de sa demeure luxueuse. « Clémence, » dit-il en se tournant vers elle, « je suis venu vous présenter mes excuses. Vos excuses. Je n'aurais jamais dû vous chasser comme ça. Même si vous n'êtes pas ma fille, vous ne méritez pas d'être traitée ainsi. Peu importe, » dit-elle en baissant les yeux. « Vous aviez raison d'être en colère. Tout ça est un mensonge. Non, je crois que vous êtes une victime comme moi. » Clémence leva les yeux vers lui, surprise. « Le docteur Moreau m'a appelé, » expliqua Thierry. « Marc Dubois a essayé de récupérer les échantillons cet après-midi. Je pense qu'il a vraiment truqué les premiers résultats. Alors vous me croyez ? Je veux refaire le test, avec de nouvelles précautions. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais que nous affrontions ensemble ce Marc Dubois, pour la première fois depuis des heures. »